Bon, c'est parti. Alors, bonjour, je m'appelle Nasfa, donc je suis en terminale. Je suis heureuse d'animer ce webinaire aujourd'hui avec Caroline pour vous faire découvrir les métiers de la tech et du numérique. Elle va vous raconter son expérience. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer comment vous pouvez poser vos questions. Tout d'abord, vous pouvez utiliser le bouton questions-réponses juste en bas de votre écran. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi demander la main et poser vos questions à l'oral. Si vous venez du Facebook Live, n'hésitez pas à poser vos questions. On n'hésitera pas à y répondre. Commençons. Alors déjà, bonjour Caroline. Bonjour Naswa. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, je m'appelle Caroline, j'ai 29 ans, je travaille dans le numérique et c'est la raison pour laquelle je suis là ici. Je suis d'un naturel enjoué, mais très exigeante. Voilà, en quelques mots. Ok, et peux-tu nous présenter ton métier? Alors mon métier, je travaille chez Tiny Coaching. C'est une start-up où nous développons un assistant virtuel, donc un petit robot qui parle pour éduquer tout apprenant de 7 à 77 ans et plus sur n'importe quelle thématique. Alors actuellement, on a mis en place des thématiques liées au numérique, liées aux compétences comportementales, au commerce, mais on va étayer de plus en plus nos partenariats avec des sociétés qui vont nous permettre d'avoir vraiment tout type de contenu à l'intérieur de notre plateforme, que ce soit l'anglais, de la philosophie, n'importe quel type de savoir. Et moi, dans cette société, je suis CPO, ça veut dire en gros Chief Product Officer, donc c'est responsable produit en réalité. Et le responsable produit a en charge en fait chez nous en tout cas chez Tiny, j'ai en charge toute la stratégie qui va de la conception du produit, savoir en fait quel est l'algorithme qu'on met à l'intérieur, quelles sont les règles de gestion, et puis jusqu'à la stratégie éditoriale. Et là, nous, notre stratégie, elle est en lien avec les neurosciences cognitives. Donc, les neurosciences cognitives, c'est ce qui nous permet actuellement, depuis quelques années, d'étudier en profondeur les mécanismes de notre cerveau pour savoir, là actuellement, nous, en neuropédagogie, savoir comment le cerveau fonctionne pour vraiment essayer de cibler au maximum et individualiser l'apprentissage pour tous les élèves, et quel que soit leur niveau dans les champs disciplinaires sélectionnés et quel que soit leur capital culturel. Voilà. Très bien, et c'est très intéressant. Et du coup, en parlant d'élèves, quelles études avez-vous fait? Alors, c'est intéressant parce que moi, je viens pas du tout de l'univers du numérique. À la base, moi, je viens de la philosophie. Donc, j'ai fait un parcours littéraire. J'ai fait un bac L. À la suite de quoi, j'ai fait une classe préparatoire littéraire, donc Cagnes, Hippocagne, en banlieue, que j'ai validée. Puis après, j'ai été à l'université Paris 1 Sorbonne pour faire un master en philosophie antique. Entre-temps, j'ai un peu bifurqué, j'ai fait une année en philosophie de la logique, philosophie des sciences. Et puis après, je me suis spécialisée en philosophie antique parce que je voulais passer les concours pour devenir professeur à l'université. Ce sont des concours qui sont assez exigeants. J'ai passé pendant 2 années de suite ces concours. Je ne les ai pas eus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, à ce moment-là, je me suis dit que au lieu de me morfondre et d'attendre peut-être 5 à 10 ans avant d'avoir des concours où il y a très très peu de personnes qui passent, je me suis dit à ce moment-là, je vais faire un autre master qui va me donner les clés du numérique pour avancer très très rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais là à l'université Paris-Sorbonne 4, là pour le coup, qui est juste à côté. Tout ça, ça se trouve à Paris. Et là, en fait, j'ai fait un parcours de philosophie de numérique. En fait, on nous a donné en fait toutes les clés pédagogiques pour
pour apprendre à à éditorialiser, à avoir toute une logique de conseil éditorial, voilà. Mais aussi avoir les clés en main de l'HTML, savoir gérer un projet WordPress, savoir gérer un projet un projet digital en général. Mais ils nous ont aussi appris à faire de la philosophie éthique du numérique. Donc là, véritablement, c'était surtout remettre en question les algorithmes et nos biais cognitifs que nous mettons à l'intérieur des algorithmes pour justement essayer de toujours viser en fait viser l'humain en fait. Essayer de faire en sorte que nos algorithmes ne laissent pas transparaître en fait des vieux idéaux, des vieux carcans sociaux, mais pour toujours en fait aller dans des logiques beaucoup plus neutres d'algorithmie pour qu'à la fin, ces algorithmes ne soient pas finalement des désavantages pour tout le monde, mais vraiment des aides dans la vie quotidienne. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que dans dans votre parcours vous a aidé pour réaliser votre travail? Alors, il y a plein d'éléments et finalement, ça recoupe énormément ce que je fais actuellement dans les neurosciences cognitives et ce que j'essaie d'implémenter au sein de notre système, de notre chatbot pédagogique. Donc, en fait, la première chose, c'est la remise en question. Et cette remise en question, elle arrive par le fait que des fois, dans les parcours de chacun, on est face à l'échec. On est face au fait que on a passé des concours, on les a pas eus, on a demandé une école, on l'a pas eu, mais c'est pas grave en fait. Finalement, c'est de ces échecs, de ces petits freins qu'on peut en faire une énorme force et apprendre à se réinventer perpétuellement. Donc finalement, un des éléments essentiels, c'est ce qu'on retrouve aussi en neurosciences cognitives, c'est arriver à mettre en place un système d'inhibition de nos croyances. Donc voilà, moi, ma croyance, c'était de devenir professeur de philosophie. Je voulais devenir professeur à l'université. Je voulais faire une thèse. Finalement, j'ai pas eu ces concours, mais j'ai remis en question toute ma croyance pour me dire, ok, tu n'es pas devenu professeur de philosophie, mais tu peux faire autre chose avec tes compétences intellectuelles. Tu peux complètement te réinventer parce que je pense qu'au sortir de mon premier master, mais même après mon deuxième master, j'avais complètement toutes les compétences pour pouvoir en fait m'adapter au monde qui est en pleine mutation actuellement et surtout au niveau du numérique. Donc, ça, c'était très important. Donc, avoir ce côté d'inhibition des croyances du passé pour toujours se réinventer et sortir de sa zone de confort. Voilà. Parce que finalement, la philosophie, c'était devenu ce qui était ma vie, ma passion. Et finalement, se dire que je vais tout de suite là passer à un autre savoir-faire dans le numérique. Ça peut faire peur en fait, ça peut faire peur parce qu'à un moment on se dit non en fait c'était pas ce que je voulais faire auparavant. Donc par la peur en fait on reste dans sa zone de confort et on a peur de se réinventer. Et ce qui est important justement c'est la confiance en soi, c'est le fait de se dire qu'à un moment on peut avancer et on peut réapprendre, on peut apprendre à apprendre continuellement et tout au long de sa vie. Donc, vous encouragez les jeunes d'aujourd'hui à se lancer dans le numérique et dans la tech, donc. Alors, oui. Alors, profondément, je pense que le numérique, c'est aujourd'hui un des champs les plus libres qui existent et dans lesquels on a besoin de toutes les compétences possibles qui se trouvent dans les métiers de tous les jours. Parce qu'en fait, maintenant, il y a à la fois le métier, mais il y a aussi la communication de ce métier via les réseaux, via les sites web. Donc, en fait, aujourd'hui, un métier se fait en physique, mais se fait aussi de façon virtuelle dans le numérique. Donc, vous pouvez retrouver exactement tous les champs disciplinaires dans le digital. Nous avons la question d'un spectateur anonyme, donc qui est très intéressante. Y a-t-il malgré tout des liens entre la philosophie et le numérique? Mais complètement. Alors là, du coup, j'en reviens à ce que je disais auparavant, qui est mon deuxième master qui m'a donné en fait la base de philosophie éthique du numérique pour justement en fait questionner les algorithmes et donc les règles de gestion que nous mettons au sein de notre chatbot. Donc en fait là,
la philosophie me sert à me remettre en question perpétuellement sur les biais cognitifs que parfois on peut mettre au sein des algorithmes. Par exemple, ou alors, au-delà des biais cognitifs et de remettre en question ce qui a déjà été construit, c'est au moment de la conception, de se dire, OK, il y a l'existence qui se fait déjà actuellement dans les chatbots, mais est-ce que moi, je ne pourrais pas apporter une nouvelle manière de concevoir le chatbot? Et là, par exemple, je vais vous donner un cas pratique. Le jour où, dans les premiers temps où nous étions en train de concevoir le chatbot pédagogique, moi, la question fondamentale qui s'est posée, c'était de me dire, bon, ben voilà, que l'on soit un garçon ou une femme, j'aimerais que finalement Tiny s'adresse au masculin ou au féminin, à la personne, de façon adaptée en fonction de sa détermination du genre. Donc moi, pour moi, c'était très important de ne pas demander à la personne quel était finalement son sexe, mais plus la méthode, la manière dont elle se déterminait. Donc potentiellement une personne masculine qui voulait qu'on lui parle au féminin peut le faire totalement au sein de ce chatbot. Donc en fait, voilà. Donc ça, par exemple, c'est une volonté, en fait, d'une part, de ne pas déterminer les gens dans des catégories d'hommes ou de femmes parce qu'on considère que le cerveau apprend de la même manière que l'on soit un homme ou une femme. Nous sommes égaux face à l'apprentissage. Et au-delà de ça, c'est même pousser, en plus, ces logiques-là qui vont au-delà de la détermination, où là, en fait, on laisse la possibilité libre à chacun de choisir la manière dont on souhaite lui parler pour s'adresser à lui avec des langages conversationnels qui sont adaptés à la manière dont lui, il se perçoit. Voilà. Merci pour cette réponse. On nous demande dans quel secteur du numérique faudrait-il se diriger? Ah bah, tout dépend finalement de vos ambitions, de ce que chacun aime en réalité. Donc, par exemple, moi ce qui m'a toujours tenu à cœur, c'était l'éducation. L'éducation parce que moi-même, je suis une enfant de l'éducation publique. Pour moi, c'était important de retourner là-dedans pour pouvoir rendre à la nation ce qui m'avait été donné comme possible. Donc moi, c'était l'éducation, mais après, chacun peut faire comme il l'entend en fonction de ses aspirations profondes. Si certains préfèrent aller dans la musique, bah, allez voir SoundCloud et allez proposer vos talents chez SoundCloud. Si vos compétences sont plus visuelles et vous aimez les plateformes de streaming, allez voir YouTube, allez voir Vimeo. N'ayez pas peur d'oser. Mais chacun fait en fonction de ses aspirations profondes. Si c'est plus l'économie, il y a plein d'applications de finance ou aller dans les nouvelles façons de faire la banque, par exemple des nouvelles plateformes comme Néobank, comme Revolut. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout dépend de la personne. Moi, c'était l'éducation et peut-être une autre personne, ça sera le jardinage. Et là, on trouvera une application sur le jardinage et il pourra y travailler en fonction de ses passions, tout en gardant le côté digital. Et pour vous, comment s'annonce le futur du numérique? Pour moi, le futur du numérique, il avance et notamment là, en temps de crise sanitaire, on s'est rendu compte que les seules et uniques possibilités de contact et de lien culturel et social sont passées par les réseaux, sont passées par les messageries instantanées. Donc en fait, là aujourd'hui, la culture est à l'arrêt, à part la culture qui en passe par les canaux numériques. Donc même si aujourd'hui nous sommes au début de l'ère d'une pandémie ou de plusieurs pandémies, le numérique devient essentiel pour garder un contact entre les personnes d'une même famille qui ne sont pas forcément les uns à côté des autres. Moi, typiquement, voilà, ma mère est chilienne et mon père est libanais, donc on a eu des appels du monde entier ils nous ont demandé si ça allait, si on arrivait si on s'en sortait. Donc ces liens n'auraient jamais pu exister s'il n'y avait pas eu les canaux tels que WhatsApp, tels que toutes les visioconférences qu'on a en ce moment, là Zoom ou Hangout. Donc moi je pense qu'en réalité le numérique a toutes les chances
de contribuer au monde de demain, mais c'est à nous de faire en sorte que le numérique ne soit pas un désavantage, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut absolument questionner notre rapport à cet outil, parce que le numérique, c'est ni bon ni mauvais, c'est notre usage qui le fait devenir bon ou mauvais. Et je pense que demain, le numérique va nous permettre de garder des liens et va nous permettre même d'aller beaucoup plus loin au niveau de tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Et typiquement, Tiny Coaching, on est en train de développer une intelligence conversationnelle qui permet à tout apprenant d'apprendre de façon plus pérenne. Donc là, c'est une intelligence artificielle au service de l'humain, pour l'humain et par l'humain. Donc, je pense qu'il faut repenser en fait notre vision du numérique comme quelque chose qui va venir impacter notre vie de tous les jours de façon néfaste en nous prenant nos métiers. Non, en réalité, le numérique vient créer de nouveaux métiers. C'est juste que là, il y a une mutation des métiers qui en passent beaucoup plus par le digital. Mais je pense que si on arrive demain au niveau écologique à faire en sorte que tout ce qui est numérique soit généré par des énergies qui ne soient pas fossiles ou du nucléaire, mais soit fait par des énergies telles que l'énergie solaire, par exemple, là, on aura réussi le pari d'avoir tout un pan, tout un nouveau champ des possibles et qui soit en plus écologique. Voilà. Oui, c'est vrai. Et revenons à votre métier. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites? Alors moi, ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est de… Il y a plein de choses en fait. Moi, j'adore concevoir le produit, mais cette conception, elle est sur plusieurs plans. Elle est à la fois au niveau technologique parce que je pense exactement ce qu'il faut faire en fonction des besoins pédagogiques des apprenants. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte de toute la stratégie linguistique et éditoriale qu'il y a derrière cette intelligence conversationnelle. Et là, c'est avec les équipes que ça se crée. C'est aussi des remises en question qu'on a en permanence avec les pédagogues qui sont nos partenaires de contenu. Tout ça, ça nous permet en fait d'aller toujours plus loin pour en fait faire advenir, créer un professeur qui soit le plus bienveillant et le plus adapté à ses apprenants. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la partie conception, où vraiment je réfléchis le produit pour savoir ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce produit, que ce soit au niveau design ou au niveau de l'algorithmie. Et au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est même la création pédagogique et toute la structuration pédagogique que nous réalisons avec toute l'équipe pédagogique et éditoriale et même de nos partenaires, parce que finalement, on apprend tous les jours de tout le monde et personne n'est exempt de faire des erreurs. Donc, on évolue, en fait, on évolue tous en permanence parce que nous sommes en train de créer des métiers qui, en fait, existaient auparavant. Oui, le professeur existait, mais là, en fait, on va beaucoup plus loin que n'importe quel professeur parce que c'est le professeur qu'on a dans la poche, c'est le professeur qui va nous dire exactement ce dont on a besoin. Si à un moment, on lui dit « Ah ouais, j'ai envie de tweeter en 240 caractères », hop, ça va chercher exactement le bon contenu au bon moment et vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez même faire un retour à votre professeur. Et votre professeur, et là, pour le coup, ce sont les pédagogues qui peuvent prendre en considération, pour une fois, la plupart du temps, les professeurs le font, mais c'est beaucoup plus difficile dans une classe de 30 élèves d'avoir une écoute de chacune des problématiques de tous les apprenants. Donc là, ça permet en plus d'avoir vraiment un regard sur chacun des problèmes pour pouvoir vraiment nous adapter pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est… Bon, c'était une longue réponse à cette question, mais il y a plein de choses, voilà. En fait, ce sont tous les rapports à la fois technologiques, éducatifs et même partenariaux qui sont intéressants. Donc, du coup, pour vous, l'éducation devra forcément passer par le numérique? Je pense que, en fait, ce qui doit se dire, c'est que le numérique ne va pas venir supplanter totalement le professeur, voire même pas du tout, en fait. Ce qui s'est toujours passé depuis qu'il y a eu des révolutions technologiques, on s'est dit, ah bah voilà,
bon, bah, il y a la radio, il y a la télévision qui va arriver, la télévision va venir arrêter toute la radio. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la télévision s'est adjoint à la radio, et puis après, quand il y a eu le numérique, en fait, il y a eu le numérique, la télévision, la radio. Et dès qu'on crée en fait un outil technologique, ça ne fait pas disparaître ce qui existait auparavant, ça crée en fait juste de nouvelles possibilités. Et je pense que c'est ce qui se passe actuellement, même pour le professeur, c'est-à-dire que le professeur va pouvoir avoir un outil technologique en plus pour aider chacun des apprenants avec sa propre pédagogie, mais il est absolument essentiel de toujours garder le lien humain parce que c'est ce qui fait notre spécificité, c'est ce qui fait que de voir un visage, c'est quand même beaucoup plus motivant que des fois de voir une application. Alors on fait tout, on fait notre maximum pour créer un mood, pour créer un visage auquel s'attacher. C'est Tiny. Tiny, c'est un visage finalement. Mais ça ne remplace pas le visage d'un homme, ça ne remplace pas un sourire, ça ne remplace pas un éclair de génie à un moment qui fait que l'apprenant va beaucoup plus comprendre avec telle manière de parler plutôt que telle autre, ou même les interactions entre les élèves. L'école doit rester ce qu'elle est actuellement, mais elle peut venir être complétée par le numérique. Pouvez-vous nous parler plus de Tiny, s'il vous plaît? Alors, Tiny, là, j'en ai dit beaucoup, mais Tiny en fait, c'est une jeune start-up qui a été créée en fait par Hubert Gervais, qui est donc notre CEO. Donc, Hubert Gervais est venu un jour me chercher sur LinkedIn. Donc, faites votre LinkedIn. Hein, il faut que chacun ait son LinkedIn parce que tout est possible sur LinkedIn. Donc, il est venu me chercher sur LinkedIn. Il m'a dit un jour qu'il avait un projet et pour ça, il avait besoin de quelqu'un en charge du produit. Et voilà, et ça fait 2 ans et 6 mois que je suis dans l'aventure. Donc, bien sûr, les startups, c'est comme tout, en fait. C'est beaucoup d'investissement. Il faut croire en des idées, il faut croire en des valeurs. Mais en réalité, quand on fait ce qu'on aime, et c'est pour ça que tout à l'heure, je mettais l'accent sur les aspirations profondes de chacun. Quand on fait ce qu'on aime, on ne compte pas, en fait. On ne compte pas, donc on s'investit et on fait son maximum à chaque instant, même si, oui, des fois, l'environnement de la start-up, c'est un environnement qui évolue très, très vite parce qu'à un moment, on est 2, puis à un moment, on est 3, puis 8, et c'est comme ça qu'après, une start-up évolue et passe à 10 ou 15 personnes. Et tous ces moments de la start-up, il est important de toujours garder à l'esprit d'être dans l'adaptation continue, d'apprendre à apprendre et d'apprendre des autres en permanence. Donc voilà, Tiny, c'est ça. Tiny, c'est une équipe. Ce sont des gens qui croient en un produit, qui donnent leur meilleur pour avancer et qui croient en des valeurs, des nouvelles valeurs de l'éducation, en fait des valeurs qui étaient déjà là, mais des valeurs qui ont été transformées par le numérique et qui nous permettent d'aller encore plus loin dans l'adaptation aux besoins de chacun. Voilà. Merci. Et à mon âge, est-ce que vous vous imaginiez faire ce que vous allez faire du coup? Ce que vous faites? Pas le moins du monde. Non, oui. Moi, en réalité, franchement, au moment où j'étais en train de passer le bac, j'étais totalement perdue. Bon, finalement, dans ma vie, ça s'est affiné au fur et à mesure parce que j'ai fait des choix, parce que je me suis laissé la possibilité de garder en fait des portes ouvertes en fait. Donc, au sortir du bac, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu garder en fait un système très ouvert. Donc, j'ai préféré aller dans une prépa, donc en classe préparatoire littéraire. Finalement, c'était un peu comme faire un nouveau bac, mais en 1000 fois plus dur. Donc, en fait, ce sont les mêmes disciplines, mais en très, très poussé parce qu'en bout de course, on nous fait passer les concours pour l'ENS, pour les écoles de commerce, pour tout type d'école après le bac+2. Donc voilà, moi, l'idée, c'était vraiment de garder, comme je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je ne voulais pas me fermer des possibles,
j'ai fait cette classe préparatoire littéraire, ce qui m'a fait vraiment encore plus découvrir la philosophie. Et c'est là où je me suis déterminée pour la philosophie. Et comme je vous ai dit, en bout de course et en fonction du parcours, en fonction des échecs aussi, où je me suis dit que je ne pouvais pas attendre des années pour passer les concours parce qu'à un moment, il y a le principe de réalité qui arrive, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le monde du travail. On ne va pas rester toute sa vie chez ses parents ou alors on essaye au maximum de limiter ça. Donc on essaie de vite avoir l'indépendance financière et pour ça, je me suis dit qu'il fallait me réinventer et faire cet autre master. Donc, à ton âge, je ne savais pas du tout où j'allais, mais ce que je savais, c'est que j'avais pas envie de me fermer des possibles. Donc, j'ai gardé en fait la possibilité de choisir tout au long de mon parcours jusqu'au moment où quand même j'ai trouvé la philosophie et que la philosophie m'a menée au numérique. Concernant la philo, je sais que beaucoup ont du mal avec cette matière. Avez-vous des conseils donc pour mieux comprendre ou enfin Alors, oui, alors moi, mon conseil premier avec la philosophie, c'est de se dire que la philosophie, c'est vraiment la discipline mère. Donc, en fait, la philosophie a été créée et depuis en fait l'Antiquité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a subdivisé la philosophie. Donc, la philosophie, après, est devenue physique. Après, la philosophie est devenue éthique, est devenue politique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une philosophie de chaque champ disciplinaire. Et finalement, quand vous faites de plus en plus de recherches et plus vous allez dans la théorie de l'économie, plus vous allez dans la théorie du droit, plus vous allez aller dans la théorie des mathématiques, à chaque fois, quand vous théorisez, vous arrivez à des philosophes. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la philosophie, en fait, c'est une histoire de la pensée, mais une histoire de la pensée multiple dans tous ces champs d'action, dans tout ce que ça a créé aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une philosophie du numérique, parce qu'en fait, il faut bien qu'il y ait des personnes qui théorisent ce rapport au monde, de ce qui est en train de se faire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que la philosophie, ça peut paraître complexe. D'ailleurs, moi, je vais vous dire quelque chose. Au bac, j'ai pas eu une très bonne note. J'ai commencé, non, vraiment, hein, je peux même vous dire, hein, au bac, j'ai eu 7 de moyenne. Hein, voilà. Comme ça, c'est dit. Donc voilà, non, au bac, j'ai une très, très mauvaise note et ça m'a plombé d'ailleurs toutes mes mentions que j'ai réussi finalement à avoir au fur et à mesure grâce au master. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas avoir peur d'aller dans la philosophie, même si on a une mauvaise note au bac. Et moi, c'est vraiment en classe préparatoire que ça s'est révélé parce que j'ai eu des professeurs qui étaient extrêmement bons, qui ont pris le temps de m'expliquer que la philosophie, c'était pas que des auteurs qui étaient des fois soporifiques. Non, en fait, c'était vraiment des pensées qui étaient très clairvoyantes et il y avait même de la philosophie contemporaine sur ce qui est en train de se faire actuellement. Et c'est ce vers quoi je tends de plus en plus, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec tout mon passé, tout ce que j'ai appris et toute la philosophie antique que j'ai étudiée, aujourd'hui, j'ai le moyen de philosopher pour aller beaucoup plus loin, pour essayer de penser le monde actuel grâce à mon impact dans Tiny Coaching. Et donc là, de plus en plus, je pense l'éducation au niveau philosophique parce qu'en fait, il n'y a pas de borne à la philosophie. Et même pour tous ceux qui sont scientifiques, voilà, vraiment, il faut se dire que quand, quand on fait des recherches en mathématiques, en physique, même en physique quantique, vous revenez toujours à des personnes qui sont aussi philosophes et qui théorisent de la même manière que les philosophes. Donc voilà, donc je pense qu'il faut réhabiliter la philosophie. Il ne faut pas avoir peur d'elle parce que c'est vrai elle peut être très très dure de prime abord parce que chaque siècle a sa manière de parler, ses nouveaux mots. Donc des fois, ça peut être très très lourd à concevoir. Mais c'est grâce à ces efforts qui sont faits qu'au fur et à mesure, on arrive à davantage comprendre tous les champs d'application du monde environnant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au numérique. c'est vrai. Merci pour cette réponse. Donc, avant de passer donc, aux questions des spectateurs, as-tu des conseils donc, à donner aux jeunes qui aimeraient faire le travail que tu fais actuellement? Pour vous donner un conseil, alors déjà moi, avant d'être CPO, j'étais
J'étais d'abord product owner. Donc, product owner, c'est donc celui qui était en charge du produit. Et après, en dernier temps, il y a le CPO, celui qui gère des équipes. Mais le product owner, voilà, c'est ce que tout le monde peut faire. Donc, le numérique, c'est pas que savoir coder. Voilà. Le numérique, c'est aussi savoir concevoir, c'est aussi savoir designer, c'est savoir faire des croquis, des gabarits, c'est savoir imaginer. Voilà. Donc, en fait, si l'idée de concevoir un produit, de son design jusqu'aux règles de gestion au sein du produit, bah, aller dans tous ces nouveaux métiers du product management ou product owner ou en bout de course CPO. Mais voilà, tout ce qui a trait au design aussi, ça crée, c'est aussi en lien avec tout ce nouveau pôle qui est plus un pôle produit qu'un pôle technologie pure et dure. Donc, on n'est pas obligé toujours de savoir développer en Python pour être dans le numérique et même pour être dans la conception. Après, au bout d'un moment, c'est vrai que plus on pousse plus on a envie de comprendre son produit, plus on a envie d'avoir en main les compétences techniques pour les mettre très vite en place. Mais il ne faut pas oublier que le numérique, c'est aussi de la collaboration. Donc, en fait, les concepteurs sont toujours en lien avec les développeurs qui sont eux-mêmes en lien avec tous les pôles. Donc, en fait, il faut penser transversalité. Donc, dans le numérique, si vous n'avez pas les skills, enfin les compétences ultra spécifiques de développement, mais vous pouvez les avoir ailleurs, vous pouvez les avoir dans le design, dans la création, vous pouvez les avoir dans la communication, vous pouvez les avoir aussi dans le commerce. Aujourd'hui, même pour le commerce, il faut savoir faire des diaporamas, il faut savoir faire des vidéos. Donc, en fait, voilà, moi, mon conseil, c'est vraiment penser, si vous aimez le produit, il faut penser transversal. Parce que le produit, il est toujours en lien avec tous les pôles. Et en fait, en réalité, c'est le monde numérique qui est comme ça. On ne peut pas penser le numérique si on pense cloisonné. Tout est en hyper communication de façon permanente et c'est ce qui nous permet d'aller vite dans la compréhension des problèmes, des bugs rencontrés, des développements qui finalement n'étaient pas trop en lien avec les attentes du produit et surtout les attentes du client. D'ailleurs, nous avons un commentaire de SC qui dit que beaucoup d'élèves envisagent le numérique qu'au travers des jeux vidéo, donc difficile d'amener le côté pédagogique. Donc, qu'en penses-tu? Alors moi, je pense profondément que les jeux vidéo sont éminemment importants. Il ne faut pas du tout rejeter en fait cette manière d'apprendre parce que en fait les jeux vidéo c'est vraiment très intéressant parce que ça crée en fait par le plaisir, le cerveau crée de la dopamine. La dopamine, c'est en fait cette molécule du plaisir qui fait qu'on a envie de continuer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de plus en plus aller dans des systèmes pédagogiques qui ressemblent à des jeux vidéo qui nous permettent justement de créer cette dopamine pour en fait toujours être dans une logique d'apprendre à apprendre, un peu à la manière finalement comme vous devez connaître, un petit peu à la manière de Duolingo, c'est-à-dire avoir en fait des parcours avec des badges ou en fait à la manière de Candy Crush. On avance et puis en fait on gagne des bonbons et au fur et à mesure on a l'impression d'être valorisé par le système parce qu'on a évolué et parce qu'on a appris. Donc je pense que les jeux vidéo sont à prendre en considération comme une aide à la pédagogie. C'est juste qu'il faut l'intégrer dans nos systèmes pour pouvoir véritablement permettre à l'apprenant de faire cette jonction entre l'éducation et le jeu vidéo. Donc, nous avons aussi une question d'un spectateur anonyme. Donc, pensez-vous continuer encore longtemps dans ce domaine? Je pense profondément rester longtemps dans ce domaine, oui, j'espère. J'espère pouvoir le faire parce que pour moi, c'est important. Là, c'est vraiment une valeur profonde que j'ai en moi. J'ai envie de contribuer au monde de demain en laissant la possibilité à toute personne, même issue d'un milieu social défavorisé, d'avoir un accès à la formation, à l'éducation qui soit individualisée parce que finalement, aujourd'hui, quand on est issu d'un milieu social avec un capital culturel certain, avec un capital économique,
finalement, on va être dans une logique toujours ascendante où on va toujours augmenter son savoir-faire. Mais quand on est issu d'un milieu social défavorisé, bah là, c'est un peu plus complexe. Mais finalement, ce dont on se rend surtout compte, c'est que même issu d'un milieu social défavorisé, on a quand même un téléphone portable des fois. Et c'est pour ça que du coup, créer une application que tout le monde aurait dans la poche pour apprendre continuellement tous les jours, et ben en fait, c'est permettre à tout le monde, même quand cette personne n'a pas les moyens d'avoir un professeur particulier ou d'avoir une classe de 15 élèves, et ben de lui permettre d'apprendre tous les jours. Donc oui, je pense que je vais rester là pas mal de temps. Bah, on vous le souhaite. Alors, on a un commentaire de SC encore. Donc, le numérique est déjà utilisé dans les écoles comme un outil de plus, mais beaucoup d'applications sont payantes et il n'y a pas de budget pour cela. Qu'en penses-tu? Et bien justement, moi, c'est vraiment la logique actuelle qu'on est en train de mettre en place et qu'on a déjà mis en place avec l'initiative EdTech France. Donc, avec EdTech France, on a mis notre plateforme à disposition de tout apprenant. Donc là, ce sont des contenus de curation, donc de curation, c'est-à-dire de veille. Ce sont des liens qu'on a indexés, qu'on a éditorialisés dans notre système avec tout un système, avec tout un programme de rappel mémoriel qui est en lien avec les neurosciences cognitives pour permettre de mieux ancrer les apprentissages. Mais du coup, nous, dans cette logique, on s'est dit qu'on allait laisser un accès ouvert à Tiny Coaching parce que ce sont des liens que l'on trouve sur Internet et de plus en plus, nous partons dans une logique où nous laissons la possibilité à des partenaires publics d'avoir accès à notre système pédagogique pour essayer de mutualiser les forces des pédagogues et ainsi de créer en fait un canal, parce que Tiny Coaching, en fait, finalement, c'est quoi? Tiny Coaching, c'est un canal, c'est un pont entre le professeur et les apprentissages. Donc, nous, au sein de notre système, on s'adapte pour pouvoir intégrer tout système pédagogique actuel dans tous les types de formats possibles. Donc, là, aujourd'hui, nous, on intègre des articles, des podcasts, des vidéos et des contenus multimédia. Et on veut aussi laisser la possibilité à toute personne issue du public d'avoir accès à notre plateforme pour que les professeurs intègrent leur propre contenu à l'intérieur et laissent de façon gratuite ce canal-là à leurs étudiants. D'accord. Une autre question, est-ce que c'est difficile de travailler dans le numérique? Je pense que ce qui est vrai, c'est que dans la vie, tout est difficile. La vie, en fait, que l'on soit dans le numérique ou ailleurs, c'est beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, c'est la base de notre système cognitif. Notre cerveau n'apprend que par essai et erreur, tout en faisant des efforts en fait en permanence. Par contre, notre cerveau, il est un peu comme nous, c'est-à-dire il va toujours essayer de faire le moindre effort possible. Mais c'est normal, c'est comme ça. Il va toujours essayer de passer par des automatismes pour essayer au maximum de rentabiliser cette logique du non-effort. Mais du coup, c'est vrai que dans le numérique, comme dans tout, en fait, comme dans tout apprentissage, on est obligé d'être face des fois à des difficultés. Donc, en fait, dans le numérique, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on sait faire quelque chose avec peut-être un outil. Alors, mettons, je sais mettre à jour, je sais pas, mon système d'exploitation sur Windows. Et là, pas de bol, vous rentrez dans une entreprise et tout est en Apple. Bah, vous connaissez le système. Vous savez c'est quoi la mise à jour. Vous savez aller dans les paramètres. Sauf que vous ne connaissiez pas le système d'exploitation Apple. Bah, c'est pas grave. Bah, vous allez apprendre et comme toute personne dans le numérique, bah, vous allez aller voir sur Google, vous allez regarder des tutos ou alors vous avez Tiny Coaching et vous allez apprendre à apprendre. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que le numérique, c'est difficile, mais comme tout dans la vie en fait. Il n'y a rien qui arrive sans sacrifice et sans effort. Après, il y a des personnes qui sont un peu plus favorisées, mais on n'est pas tous des génies. Et moi, la première, je ne suis pas un génie. Mais par contre, j'ai eu toujours cette logique de suivre mes ambitions et mes valeurs. Et pour ça, j'étais prête à faire des efforts. Et donc, je continue à en faire actuellement et je continuerai, je pense, toute ma vie pour toujours être dans cette logique de « Ok, bah, je ne sais peut-être pas faire ça en particulier, mais je connais déjà ce système et au moins, je connais
la manière d'apprendre. Donc là, j'interroge Google dès que je ne sais pas. Et de plus en plus, j'espère que notre plateforme sera un référentiel pour tout le monde pour aller chercher des contenus pédagogiques courts et qui permettent très rapidement de savoir comment faire les choses. D'accord. On nous demande que doit-on faire pour apprendre le numérique? Donc, vous avez parlé de tutos, de Google, mais quoi d'autre? Bah, en fait, le numérique, quand même, je pense qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la génération Z, c'est en fait cette génération qui a quand même la propension à toujours aller checker sur Internet, finalement, sur Google, sur YouTube, sur tout, en fait, tous les moyens à disposition pour savoir comment faire quelque chose. Moi, la première, comme je vous dis, dès qu'il y a un problème, je vais voir les tutos. Donc, en fait, apprendre le numérique, c'est surtout utiliser tous les moyens possibles pour apprendre. Et même s'il faut aller voir aussi des livres, hein, il y a des très bons livres qui sont écrits dans le numérique. Moi, je continue à lire des livres, mais je continue aussi à lire des livres en format EPUB, donc en format numérique. Moi, j'utilise, quoi qu'il arrive, et de façon continuelle, tous les canaux possibles en fonction de mes besoins du moment. Donc, en fait, quand je sais que j'ai un petit peu de temps, bah, je me lis mon livre en format numérique. Quand je sais que j'ai pas trop de temps, il me faut vite une réponse, bah là, je vais sur Google, j'essaie de taper avec des mots-clés bien ciblés pour avoir exactement ce qu'il me faut. Et en fait, voilà, je continue. Et aussi, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est YouTube, parce que moi, je m'abonne à des flux de YouTubeurs, des YouTubeurs qui sont pas forcément dans les jeux vidéo ou dans le maquillage, mais vraiment là, dans les champs disciplinaires qui m'intéressent. Donc moi, là, par exemple, en philosophie, en économie, enfin, il y a beaucoup de choses qui se font sur Internet et sur YouTube pour avoir en fait des flux d'informations de qualité qui sont faits par des gens lambda comme toi, comme moi, et qui permettent d'avoir un accès au savoir libre et instantané. Mais pour ça, il faut savoir chercher, et des fois, il faut savoir chercher longtemps. Et plus vous allez faire, plus vous allez vous connecter à des flux d'informations qui sont de qualité. Par exemple, France Culture. France Culture, c'est un flux d'informations de qualité, notamment là pour le bac. Ils ont mis en place tout un système pour continuer d'apprendre à apprendre avec tous les champs disciplinaires. Pourquoi je parle de France Culture? Et c'est vrai que j'en ai pas parlé auparavant, parce qu'en fait, mon stage de fin d'études du deuxième master s'est fait à France Culture. Il s'est fait au pôle numérique et éditorial. En fait, c'est un pôle qui est à la jonction entre le journalisme et le numérique. Et là, je suis rentrée dans les arcanes de la radio et je me suis rendu compte que l'État nous laisse à disposition de façon gratuite une radio qui est extrêmement de très haute qualité, avec des contenus pédagogiques qui tendent de plus en plus à vulgariser pour que ce soit compréhensible pour tous. Donc voilà, encore une fois, tout est une histoire de canal. Moi, des fois, j'ai besoin de savoir. Donc je m'abonne à des podcasts de France Culture et je les écoute en différé le soir, dès que j'ai un peu de temps, le week-end. Donc voilà, donc moi, ma méthode pour apprendre, c'est aller chercher l'information où qu'elle soit. Mais l'information, ce n'est pas la première information venue. Il faut apprendre aussi à remettre en question toute notre façon très rapide à prendre une information et à se dire que c'est la bonne. Non, la plupart du temps, moi, j'ai des canaux bien spécifiques où je sais que ce sont des très bons canaux de diffusion, mais quand des fois, je fais appel à Google et je fais ma recherche, je garde toujours à l'esprit de faire au moins 2 ou 3 recherches, voire 5, pour essayer de croiser les informations. Et je vais toujours regarder qui a édité le contenu, par quel organisme. Et je vais vraiment faire des recherches parce que des fois, on peut se retrouver avec des contenus qui sont en fait des fake news qui ont été relayés par des journaux qui sont des fois très, très limites et très engagés politiquement dans des biais que moi, qui correspondent pas à mes valeurs en tout cas. Donc là, il est très important de toujours croiser l'information, peu importe quel canal de diffusion a été utilisé. Donc, voilà. Donc, soit vous allez sélectionner des canaux de diffusion qui sont déjà dans une hyper sélection à très haute valeur ajoutée. Donc, par exemple, là, typiquement,
France Culture. Mais si vous êtes sur Google, vous pouvez tomber sur de très bons articles. Mais pour autant, il faut savoir croiser l'information. Et là, c'est comme ça que vous allez départir le vrai du faux et la fake news d'une vraie analyse qui pourra vous aider par la suite. C'est vrai. Merci pour tous ces conseils très utiles. Donc, on a une question donc, sur la philo. La philo, ça ne vous manque pas? Bah, en fait, la vérité, c'est que la philosophie, elle est là tous les jours dès que je pense dans le produit dans lequel je suis, parce qu'on est à la jonction de l'éducation, du langage. En fait, aujourd'hui, à chaque fois que j'essaie de penser le produit, à chaque fois que on fait un comité éditorial avec les pédagogues et éditorialistes de la solution Tiny Coaching, il n'y a pas un moment où j'utilise pas la philosophie, pas un seul. Donc, en fait, en réalité, selon votre parcours de formation, ça va vous rester tout au long de votre vie. À savoir quand même que votre système cognitif, votre cerveau, en fait, arrive à maturation avec en moyenne 86 à 100 milliards de neurones lorsque vous avez 25 ans. Donc, en fait, vous arrivez à la maturation de votre cerveau à 25 ans. Donc, ça veut dire que ce que j'ai appris durant ces années-là m'a profondément marqué. Et aujourd'hui, je n'arrive même pas à penser autrement que de façon philosophique. Et si, par exemple, vous aviez fait un parcours d'apprentissage qui était un parcours économique, bah en fait, vous, votre mindset, votre manière de penser sera fondamentalement, et quoi que vous fassiez tout au long de votre vie, économique. Et pareil pour les mathématiques. Je pense que quoi qu'il arrive, quand on part dans un… C'est pour ça qu'il est important de choisir ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, surtout au niveau de l'apprentissage. Parce que quand vous maturez de plus en plus votre système cognitif, bah en fait, vous ancrez profondément cette manière d'apprendre, cette manière de faire dans tout ce qui va être vos évolutions ultérieures. D'accord. On a un petit mot pour toi. Donc, ce n'est pas une question, mais j'aimerais vous dire moi-même, poursuivant un cursus littéraire, je suis très admirative de votre parcours et du courage que vous avez eu. Ah, bah, c'est super, bah, c'est gentil. C'est gentil. Je suis là justement aujourd'hui pour essayer de donner envie à toute personne d'apprendre, de continuer, de ne pas avoir peur d'être face à l'échec. Et ça, c'est vraiment important parce que je l'ai vécu, c'est difficile. Mais voilà, c'est aussi beaucoup d'humilité. Finalement, nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes qu'humains. Voilà, on a le droit à avancer, on a le droit Des fois, c'est pas le bon moment en fait. Je voulais devenir professeur, mais c'était peut-être pas le bon moment pour le devenir. Il y avait d'autres personnes qui étaient plus à même de le devenir, elles le sont devenues. Et moi, ça m'a permis de créer une nouvelle pédagogie et d'affiner toujours un peu plus mon système. Donc voilà, moi je suis là pour ça en fait, ouais, pour donner envie et surtout pour dire que la conception produit n'est pas obligatoire avec les skills de codage. On peut, c'est super. D'ailleurs, si on arrive à avoir la conception et la technologie en même temps, c'est vraiment top. Mais la conception du produit peut aussi en passer juste par une réflexion. Et donc là, c'est une projection de ce qu'on imagine comme étant le futur de l'éducation, le futur de la banque, le futur de la finance. En fait, l'idée, c'est que merci de m'écouter. Et moi, j'ai envie de vous dire de continuer à imaginer demain. Merci pour cette réponse. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui vous fait le plus peur à propos de l'avenir du numérique? Moi, ce qui me fait peur dans l'avenir du numérique, j'ai pas vraiment peur de l'avenir du numérique. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment crucial de nos sociétés où il faut qu'on repense la technologie avec des énergies qui ne sont plus fossiles ou des énergies qui consomment beaucoup. Là, pour le nucléaire, ça crée de l'électricité, mais bon, ça crée beaucoup de problèmes aussi à côté. Donc, je pense que le numérique doit aujourd'hui penser de plus en plus sa création d'énergie ou l'énergie qu'elle utilise pour advenir. Donc là, il faut vraiment qu'on parte dans les énergies solaires ou dans des autres systèmes d'énergie qu'on pourrait utiliser, qui sont dans une nouvelle manière de penser l'énergie. Donc là, après, c'est plus
des nouvelles conceptions physiques, notamment qui s'appelle l'exergie. En fait, l'exergie, c'est tout ce qui est rejeté par les énergies et qui… Excusez-moi, j'ai eu un appel. Oula, il y a un petit bug. Vous m'avez entendu? Non, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, ta réponse? Ah oui, j'ai eu un appel, c'est pour ça, désolée. Oui, non, par exemple, ce que je disais, c'est qu'il faut repenser l'énergie aussi avec cet autre pendant qu'on appelle l'exergie. Et l'exergie, en fait, c'est ce qui est issu de la création d'énergie. Donc, par exemple, un data center, bah, ça va utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup de nucléaire finalement. Et par contre, aux abords de ces data centers, il fait extrêmement chaud. Donc, en fait, on pourrait déjà repenser à réutiliser, réemployer cette énergie, cette chaleur. Et ça, pour ça, il faut faire beaucoup de recherches. Et là, c'est plus la recherche au niveau de la physique qui va nous aider dans les années à venir pour essayer de repenser l'énergie et pour vraiment aller beaucoup plus dans des énergies qui sont plus écologiques, plus en lien avec la biodiversité et qu'on tente de plus en plus à réduire notre consommation, mais qu'on réemploie toutes ces énergies et qu'on les réutilise. Voilà, qu'on réutilise ce qui a été créé par les énergies comme l'électrique ou par exemple les déjections, enfin ce qui est créé par exemple dans les voitures. En fait, quand on a une voiture, bah, on met du pétrole, on met du gasoil, et puis après ça crée du dioxyde de carbone. Mais finalement aujourd'hui, on part de plus en plus sur des logiques où on essaie de réemployer cette énergie qui est rejetée pour essayer de faire en sorte de faire à nouveau une nouvelle création d'énergie. Donc voilà, donc en fait le numérique pour moi c'est pas néfaste, mais ça le deviendrait si on n'arrive pas à repenser notre manière d'utiliser cette énergie. Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait en fait penser le numérique de façon écologique. C'est ça mon idée. Bah, espérons qu'on y arrive. Hein. On y Espérons qu'on arrive y arrive. de plus en plus, là, les grands GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, sont dans des logiques vraiment de passer en tout solaire. Donc là, je ne sais plus quelles étaient les données, mais ils veulent, dans les prochaines années, passer de 70% à 100% en énergie solaire. Et je pense qu'on gagnerait tous à repenser nos produits avec cette manière d'utiliser les énergies qui ne sont pas fossiles et qu'on peut retrouver facilement dans la nature. Bah, merci pour cette dernière réponse. Donc, un grand merci à vous d'avoir assisté donc, à ce webinaire et d'avoir accepté de partager votre parcours très inspirant avec nous. Et rendez-vous mercredi prochain avec un nouvel invité. Merci à vous. Merci à Au tous. revoir, merci. Merci.